Zone Europe. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. L'eurodéputé Mounir Satouri sera l'invité de Corentin Alonso. Il évoquera son déplacement récent au Kurdistan irakien. L'Europe et son fonctionnement. Nous vous parlerons du Conseil européen. L'Europe dans son quotidien aussi. On vous dira tout sur le 112, le numéro d'urgence européen. Et puis les expressions populaires, ne pas être intelligent. Les Français disent ne pas avoir inventé le fil à couper le beurre. Mais que dit-on ailleurs? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Dans le cadre du programme de coopération Interreg Europe, Val-de-Marne Tourisme et Loisirs s'est engagé aux côtés de plusieurs villes européennes dans le projet Star Cities et a bénéficié du Fonds européen de développement régional. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Camille Chauvat, coordinatrice du projet Star Cities. Bonjour. Bonjour. Alors Val-de-Marne Tourisme et Loisirs est donc engagé dans le projet Star Cities. Qu'est-ce que le projet Star Cities et quels sont ses objectifs ? Alors le projet Star City, c'est un projet d'échange d'expériences entre plusieurs collectivités ou organismes parapublics qui s'intéressent au développement du tourisme fluvial à proximité de grandes capitales européennes et qui donc souhaitent échanger un peu leurs bonnes pratiques et leur façon de faire sur cette thématique du développement touristique, du tourisme fluvial. Et c'est un projet qui se veut respectueux de l'environnement. Vous êtes en relation avec plusieurs villes d'Europe, comme Hambourg en Allemagne, Kaunas en Lituanie ou encore Rome en Italie. Le projet s'articule finalement autour de l'échange entre ces différentes villes ? Tout à fait. Donc, on est 7 partenaires au total. Donc, comme vous l'avez dit, Hambourg en Allemagne, donc Kaunas en Lituanie, la ville de Rome. On a 2 partenaires pour la ville de Rome, mais également on a dans notre projet la Slovénie avec la région de Ljubljana. Et enfin, est également engagé le réseau Nextour, qui est un réseau qui rassemble les régions européennes pour un tourisme durable et compétitif. Donc, c'est vrai que la thématique de l'environnement est au cœur du projet, puisque l'objectif, c'est vraiment d'aller vers un développement d'un tourisme durable qui soit à la fois respectueux du cadre de vie, mais aussi évidemment de l'environnement, du patrimoine naturel, etc., de ces zones qui sont souvent des zones naturelles, puisqu'on parle de bords de rivières, qui sont les zones de développement sur lesquelles nous travaillons dans le cadre du projet. Et ensemble, vous réfléchissez à une façon de développer le tourisme fluvial tout en respectant l'environnement. C'est ce que vous venez de nous expliquer. C'est la première étape du projet, d'ailleurs, l'échange de bonnes pratiques. Comment organisez-vous justement ces échanges ? Oui, alors donc le projet en effet il se développe sur 2 étapes, dont la première c'est effectivement l'échange de bonnes pratiques. Concrètement, comment ça se passe? On a prévu des séminaires de travail chez chacun des partenaires. Donc ça veut dire que chaque partenaire va recevoir des délégations de tous les autres partenaires au moins une fois pendant les 3 premières années du projet, c'est-à-dire pendant cette première phase d'échange, pour des séminaires de travail centrés sur une thématique particulière. Donc normalement c'est des périodes de 3-4 jours de séminaires sur place, sur le terrain, durant lesquels on va aller rencontrer les partenaires locaux qui développent des activités touristiques ou qui ont des projets innovants, etc., autour du tourisme fluvial. Et on a également des temps plus de brainstorming et de travail un peu plus créatif tous ensemble, donc des workshops. Donc c'est des séminaires qui sont découpés entre visites de terrain et workshops et qu'on a dû évidemment adapter énormément avec le contexte de la crise sanitaire. Donc on a transformé ces séminaires qui étaient normalement des séminaires de terrain en séminaires virtuels. Et justement, on a eu donc au mois de février un séminaire par exemple sur la gouvernance et la coopération des acteurs, durant lequel pendant 3 jours, chaque partenaire a pu faire des présentations, des sortes de mini-exposés de comment il travaillait comment il travaillait en coopération avec plein d'acteurs autour des rivières pour que tout l'ensemble, l'écosystème finalement autour du tourisme et des loisirs, autour des rivières, puisse être impliqué dans le développement local. Et le projet Star Cities a débuté le 1er juin 2018 et devrait se terminer le 31 mai 2023. Est-ce que justement la crise sanitaire a retardé le projet ou est-ce que le 31 mai 2023 c'est toujours une date de fin ?
Alors oui, la clôture du projet, la date de clôture ne change pas, donc on finira effectivement le projet en mai 2023. En revanche, on a pris du retard, évidemment, puisque justement on a commencé par reporter les séminaires de terrain qui étaient prévus avant de se rendre compte qu'on n'allait pas pouvoir attendre que la crise soit terminée pour pouvoir continuer d'avancer et donc de les transformer en virtuels. Et donc on a plutôt changé sur la répartition du projet entre ces deux phases. Donc la phase d'échange d'expérience qui était censée durer 3 ans va plutôt durer 3 ans et demi. Et du coup, la phase de mise en œuvre des plans d'action qui était censée durer 2 ans et qui constitue la deuxième phase du projet, elle a été raccourcie pour ne durer qu'1 an et demi. Donc le projet, sa durée totale restera de 5 ans, mais effectivement, on a été impacté par cette crise et on a un peu modifié notre calendrier de travail en conséquence. Alors justement, on a parlé de la première étape, l'échange de bonnes pratiques. Vous venez d'évoquer la mise en œuvre des plans d'action. En quoi consiste cette étape ? Alors l'objectif pour chaque partenaire, et c'est l'objectif central du programme Interreg Europe lui-même, c'est d'améliorer les politiques de développement régional. Donc par exemple, pour ce qui concerne notre participation au projet, donc Val-de-Marne Tourisme et Loisirs, notre objectif c'est d'essayer de faire en sorte que la stratégie régionale de développement du tourisme et des loisirs d'Île-de-France prenne un peu plus en compte les enjeux du tourisme fluvial et valorise un peu plus dans ses actions, notamment les actions de développement qu'on peut mettre en œuvre autour de la Marne et autour des bords de Marne, sur le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne. Donc chaque partenaire a vraiment pour objectif de mener des projets qui vont aller impacter finalement sa politique de développement régional. Voilà, donc c'est vraiment à la fois concret puisque le but c'est vraiment de mettre en œuvre des projets sur le terrain, mais c'est aussi d'essayer d'enrichir finalement les politiques de développement régional. Et le budget du projet est estimé à 1 778 000 euros. 995 000 euros ont été financés par le Fonds européen de développement régional, le FEDER. C'était finalement un partenaire essentiel pour mener à bien votre projet ? Oui, tout à fait. Le projet n'aurait pas eu lieu de toute façon sans ce financement du fonds FEDER. En fait, la genèse du projet Star Cities, elle vient directement de l'existence de ce programme Interreg Europe, puisqu'on a répondu au 3e appel à projet du programme Interreg Europe. Donc, il y avait jusqu'à l'année dernière des appels à projet chaque année. Et donc, effectivement, ce projet qu'on avait en tête et qu'on avait un peu dans les cartons depuis plusieurs années, de pouvoir essayer de développer des échanges d'expériences autour du tourisme fluvial, n'a pu se concrétiser que grâce à l'existence de ce programme-là, puisque, comme vous l'avez dit, les fonds FEDER représentent presque 80% du financement. Donc évidemment, on peut très bien comprendre que sans cette part énorme du budget, le projet n'aurait pas pu voir le jour. Et comment ça se passe justement pour avoir l'aide du FEDER ? Est-ce qu'il y a un appel d'offres ? Est-ce que vous devez envoyer un dossier ? Vous devez présenter votre projet ? Oui, alors depuis le début du programme Interreg Europe, qui a commencé en 2014, il y a eu plusieurs appels à projets de façon régulière, quasiment chaque année. Donc chaque année, les régions européennes étaient invitées à former des groupements autour de thématiques de travail qui les intéressaient et à proposer leur candidature. Donc nous, c'est ce qu'on a fait en 2017. C'est en 2017 qu'on a monté notre candidature avec nos 6 partenaires et qu'on a décidé donc de travailler sur le tourisme fluvial, qu'on a mis au point notre programme d'action, etc. Pour ensuite donc déposer ce dossier-là et faire partie des 54 projets sur 270 propositions, si je me rappelle bien, qui avaient été soumis dans le cadre de ce 3e appel à projet. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on a effectivement répondu à un appel à projet annuel du programme Interreg Europe. Et il y a, on l'aura compris, une dimension touristique et environnementale à travers ce projet, mais c'est aussi l'occasion de valoriser le patrimoine culturel et naturel. Est-ce que ce projet pourrait être étendu après 2023 à plusieurs villes européennes ? Oui, alors c'est un peu ce qu'on espère chez Val-de-Marne Tourisme et Loisirs, puisque depuis plusieurs années, notre objectif, on va dire à long terme, c'est de créer une sorte de réseau informel de villes européennes qui souhaitent développer leur tourisme fluvial et valoriser tout le patrimoine culturel et naturel qui est associé à leurs rivières à proximité de ces grandes capitales. Et donc, on cherche à créer ce réseau informel qui s'appellerait Riverside Cities et qui pourrait être amené à mener d'autres projets
suite au projet Star Cities. Donc le projet Star Cities, c'est un peu la première coopération finalement avec ces villes-là, qu'on espère pouvoir poursuivre sous d'autres formes, peut-être dans le cadre d'autres programmes européens et avec d'autres financements pour pouvoir poursuivre ce type de coopération qui est très intéressante pour nos territoires, puisqu'il amène aussi de l'innovation et une façon différente d'envisager les choses et de valoriser nos territoires. Et c'est un projet qui est bon pour le tourisme durable et pour l'environnement. Merci beaucoup Camille Chauvat d'avoir été avec nous sur Sensation. L'Europe et son fonctionnement, on s'intéresse au Conseil européen avec la Maison de l'Europe et le Centre d'information Europe Direct. Zone Europe, c'est quoi ? Olivier Genex, vous êtes responsable du centre d'information Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. C'est quoi le Conseil européen ? Le Conseil européen, c'est l'institution qui réunit les chefs d'État et de gouvernement au sein de l'Union européenne. C'est aussi l'institution qui va définir ce qu'on appelle les grandes orientations politiques de l'Union européenne. Par exemple, on va investir dans le domaine de l'environnement, on va investir dans la jeunesse, on va investir dans la santé. Donc, toutes les grandes orientations dans lesquelles l'Union européenne va aller, ces grandes orientations sont fixées par le Conseil européen. Donc, comme je disais, le Conseil européen, c'est la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Donc, ça veut dire que c'est là où nous, notre président de la République, rencontre le chancelier ou la chancelière allemande, qui rencontre le premier ou la première ministre espagnole, et ainsi de suite. C'est une réunion qui est collégiale, où les 27 actuellement, les 27 États membres sont réunis. Il y a un président qui a pour vocation d'arbitrer les débats, d'assurer la prise de parole et d'essayer de dégager un consensus au sein de ce Conseil européen. Le président actuel est Charles Michel, qui est ancien Premier ministre belge. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que si à la base le Conseil européen n'est pas une institution prévue dans les traités, c'est une institution qui a été créée de facto afin de résoudre différents soucis et de permettre de lever des blocages politiques. Et c'est en ça que c'est une institution qui est véritablement très intéressante, parce que sur certains blocages qui existent, et là où la Commission européenne n'arrivera pas forcément ou là où le Parlement ou la Commission n'arriveront pas forcément à lever ces blocages, le Conseil européen, lui, peut intervenir pour lever ces blocages. Après, c'est une institution qui a quand même quelques pouvoirs assez importants. C'est notamment elle qui décide si par exemple, on ouvre ou pas les négociations pour signer un accord de commerce international avec un autre pays. Place maintenant à notre invité politique. Corentin Alonso reçoit l'eurodéputé écologiste Mounir Satouri. Zone Europe, l'invité politique. Bonjour, je reçois Mounir Satouri, vous êtes eurodéputé, membre du groupe des Verts Alliance Libre Européenne. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes rendu au Kurdistan irakien du 28 février au 3 mars dernier. Vous étiez accompagné de l'eurodéputé Sylvie Guillaume, les députés Frédéric Dumas et Hubert Julien Laferrière, avec également plusieurs avocats à vos côtés. Tout d'abord, quel était le but de cette mission et pourquoi avoir décidé d'aller au Kurdistan irakien ? Avec mes 3 collègues que vous avez cités, on a répondu à l'appel d'Avocats sans frontières mandaté par le barreau de Paris pour nous rendre au Kurdistan, pour comprendre, rencontrer les acteurs locaux, à la fois politiques, société civile, comprendre la situation géopolitique sur place qui se complique, qui se tend, et rencontrer les autorités kurdes, à la fois dans le Kurdistan irakien et sur le territoire du Rojava. L'autre objectif qu'on avait et qu'on a affiché, assumé dès le début, c'était de rentrer sur les camps de Roj 1 et Roj 2 au Rojava pour rencontrer, échanger avec nos compatriotes qui sont retenus là-bas depuis maintenant 3 ans. Alors comment le voyage s'est organisé ? Parce qu'on sait que d'un point de vue politique et aussi sécuritaire, c'est un peu sensible une mission parlementaire dans cette zone. D'abord, on a prévenu les autorités françaises de notre voyage. Des mails ont été envoyés aux autorités compétentes. On s'est inscrits tous et toutes sur la plateforme Ariane pour mentionner notre choix. On avait des invitations de la part des autorités kurdes syriennes. On a évidemment fait attention sur place. Et même si la situation est très tendue, je peux vous assurer et à vos auditeurs qu'on n'a pris aucun risque démesuré en la matière.
Alors, vous vouliez donc visiter plusieurs camps, c'était l'objectif, dans le Rojava, dans le nord-est de la Syrie. Alors, les camps Roj 1 et Roj 2, pourquoi est-ce que vous aviez choisi ces camps-là en particulier? Parce que c'est là-bas que se trouvent nos compatriotes françaises, les femmes et les enfants. Il y a sur ces deux camps-là près de 200 enfants. Les 2 tiers d'entre eux ont moins de 6 ans. Ça veut dire que quand ils sont arrivés dans ces camps, ils avaient moins de 3 ans. Et à peu près 80 femmes, entre 80 et 90 femmes. Ces enfants qui sont retenus là-bas, en dehors de toute légalité internationale, le Rojava n'est pas une autorité reconnue par la communauté internationale. Il ne peut pas y avoir de procès sur place parce qu'un tribunal ne peut pas s'organiser. Avec notre complicité, les Kurdes retiennent ces femmes et ces enfants malgré eux, dans des situations sanitaires, de santé très compliquées. Il fait très froid l'hiver, il fait très chaud l'été. Les camps se trouvent au milieu de champs pétroliers. Il y a une odeur de pétrole insoutenable. C'est ce que nous rapportent tous les témoins directs qu'on a eu sur place. Et cette situation est indigne. On n'a pas le droit de continuer à laisser ces enfants grandir dans ces conditions. Nous avons souhaité y aller pour pas qu'ils restent les invisibles de notre République, les invisibles de notre démocratie. Et je le dis souvent, et c'est profond en moi, quand Daesh nous attaque pour commettre des assassinats. On a payé un lourd tribut en France et en Europe en la matière, mais ils nous attaquent aussi pour détruire notre modèle démocratique, notre état de droit. Ils attaquent aussi nos valeurs. Et je trouve que laisser ces femmes et ces enfants dans ces camps, dans l'indifférence la plus totale, n'est pas digne de notre modèle démocratique et que quelque part, chaque jour qu'ils passent là-bas, c'est un petit bout de notre démocratie qu'on leur concède. Et ça, pour moi, c'est insupportable. Alors finalement, vous n'avez pas pu vous rendre dans ces camps. Que s'est-il passé? On nous a coincés à la frontière. Les autorités du Rojava avec lesquelles on avait échangé, on a échangé avec plein de personnalités. Monsieur Abdelkader Omar, l'équivalent, si le Rojava était reconnu du ministère des Affaires étrangères, il venait à notre rencontre, il nous a plutôt bien accueillis. Le débat était un débat franc, direct, sur la situation sur place, sur la réorganisation de Daesh au niveau de Raqqa, sur la difficulté pour les Kurdes à tenir la sécurité dans les prisons, la difficulté humanitaire dans les camps, il le reconnaît lui-même, mais il n'a pas souhaité, prétextant au départ des questions sécuritaires. On était à 20 minutes des camps. Quand on a traversé, 20 minutes plus tard, on serait arrivé sur les camps de Roj 1 et Roj 2. Et en réalité, il a fini par nous dire que les autorités françaises ne souhaitaient pas qu'on aille plus loin, et que vu le rôle diplomatique et stratégique que joue la France pour les Kurdes du Rojava, ils ne pouvaient pas nous permettre d'aller plus loin. Et pourtant, quelques semaines plus tôt, des délégations européennes, finlandaises, belges, allemandes, du catalan ont été reçues et ont pu aller dans les camps, y compris à Halal, qui est un camp de 60 000 personnes, où la situation est très très tendue. Il y a encore quelques semaines, des délégations européennes ont eu le droit d'aller là-bas. Et donc on est là face à une exception française. Et moi, je ne peux pas ne pas faire le lien entre ça et un sondage qu'a commandé le président de la République il y a un an, qui a fait dire que l'opinion publique est contre ses retours. Moi, on m'a toujours dit, ça fait longtemps que je fais de la politique, d'abord par militantisme, que gouverner, c'était choisir. Et j'ai le sentiment aujourd'hui que gouverner, c'est sonder. Et à partir du moment où il y a un sondage qui est posé, tout le reste n'existe pas. Les valeurs n'existent pas et le courage n'existe pas. Et je trouve ça dommage. Et vous avez demandé à être reçu par le président de la République pour évoquer cette question? D'abord, quand on était dans l'avion, le porte-parole Gabriel Attal a été interrogé par des journalistes sur pourquoi on a été retenu et quel est le diagnostic du Quai d'Orsay sur ce qui se passe sur place. Il a promis une réponse de la journée parce que le dossier était à la fois sensible et compliqué. Il y a plusieurs jours de cela, on n'a toujours pas de réponse. Le lendemain, on a adressé, les 4 parlementaires, nous avons adressé un courrier au président de la République qui est toujours sans réponse. Aujourd'hui devait se négocier la résolution sur la Syrie, 10 ans après les premiers mouvements en Syrie. Traditionnellement, c'est la veille que la résolution est discutée, le compromis est posé, validé par les groupes qui le souhaitent. C'est reporté à demain matin. Je pense que le fait que ce soit Nathalie Loiseau qui est rapporteur de ce rapport, et vu l'implication importante de la France dans ce dossier, il n'y a peut-être pas un hasard en l'instant, peut-être que c'est en train de bouger, parce que depuis quelques jours, on a appris, et c'était peut-être la bonne nouvelle de la semaine, que le gouvernement belge a décidé de rapatrier les enfants et les mères. Jusqu'à là, l'édifice
tant que tous les chefs de gouvernement et d'État en Europe tenaient la même position, moi j'étais persuadé depuis longtemps que dès qu'un État européen lâcherait là-dessus, le château de cartes s'écroulerait. Et je pense que la position française n'est plus tenable. Et j'espère en tout cas qu'on va arriver à une prise de conscience que, y compris pour notre propre sécurité, il faut les ramener. Je vous ai dit tout à l'heure, 2 tiers des enfants ont plus de 6 ans. Allez, dans une douzaine d'années, ils seront majeurs. Si on les maintient là-bas pendant encore 12 ans, en oubliant toutes nos valeurs, tous nos principes, toutes les règles de droit, qu'est-ce qui va se passer dans 12 ans? Ces enfants reviendront en Europe. Ils étaient mineurs, ils étaient enfants, ils sont coupables de rien, ils auront le droit de revenir. S'ils grandissent encore 12 ans dans cette indifférence de la société française, que penseront-elles de la mère patrie? Quel rapport ils auront à la France? Moi, ma vraie crainte, c'est qu'on les laisse là-bas parce qu'on a peur d'un sondage, qu'ils grandissent dans la haine de l'Occident et dans la haine de la France, que Daesh continue à les utiliser comme un argument de propagation de son idéologie meurtrière, et que la lâcheté d'aujourd'hui soit la cause de nos problèmes d'insécurité de demain. Et y compris pour des raisons sécuritaires, je pense qu'il faut les rapatrier. Alors vous avez quand même pu aller dans le camp de Erbil, visiter le camp de Erbil. Par vous-même, vous avez pu voir si la région était confrontée à une résurgence de Daesh. Alors j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous avez vu cette résurgence de Daesh? Est-ce que vous l'avez constatée du moins? Et enfin, quels sont les témoignages que vous avez pu recueillir dans ce camp d'Erbil? Alors on a visité 2 camps, côté Kurdistan irakien. Il n'y a pas de difficulté particulière, en tout cas sensible, immédiate de Daesh au niveau du Kurdistan irakien. Mais on a visité 2 camps, un camp de déplacés de l'intérieur irakien, avec des problématiques du retour qu'il faut organiser. Je pense que la communauté internationale doit accompagner les Kurdes d'Irak en la matière. Et puis on a visité un camp de réfugiés yézidis. On a notamment discuté avec des femmes qui ont été violées, torturées, réduites en esclavage par Daesh, par les combattants de Daesh. Leurs besoins alimentaires et de logement sont garantis dans ce camp. Le retour est compliqué parce que leur région d'origine est complètement dévastée. Et celles qui ont pu retourner, elles ont été torturées là-bas. Donc psychologiquement, le retour sur le lieu des atrocités est dur. Il n'y a pas de suivi psychologique, un vrai manque dans notre intervention. Et je pense qu'il faut qu'on intègre cette dimension psychologique. C'est une zone de guerre et de torture, et il faut qu'on les accompagne là-dessus. Et puis moi, j'ai compris dans ce camp yézidi qu'on n'était pas à la hauteur. On a présenté la communauté yézidi comme le symbole de la diversité culturelle dans cette région. On a fait beaucoup de discours de soutien aux yézidis. J'ai le sentiment que nous ne sommes pas au rendez-vous au niveau des actes. Et il faut qu'on se remobilise là-dessus de manière forte pour soutenir cette communauté de manière particulière. Alors pour terminer, Mounir Satouri, quelles sont pour vous les priorités de la France et même de l'Union européenne pour cette région qui est le Kurdistan irakien? Quelles doivent être les priorités? Oui, il n'y a pas une priorité, il doit y en avoir plus. Je pense qu'il faut que la communauté internationale révise son programme de retrait. Parce qu'à l'heure où on se parle, la coalition est en train de partir, ils organisent leur départ, les forces américaines et européennes, au moment où Daesh est en train de se réorganiser et de prendre le dessus. D'ailleurs, laisser des prisons avec des centaines ou des milliers de combattants, je n'ai pas le chiffre, qui pourraient demain retomber entre les mains de Daesh et venir renforcer les rangs de Daesh, est un danger sécuritaire. Donc je pense qu'il faut revoir la logique du départ. Il faut être sur place, ce n'est pas fini, Daesh n'est pas complètement fini. La situation politique est compliquée. 10 ans de combat sur place avec autant de morts n'a pas réglé la question politique. Assad est toujours au pouvoir, la contestation à Assad est toujours présente. Et donc c'est pas le moment de partir. Il faut remettre toutes les parties prenantes, y compris Assad, autour de la table et trouver un compromis politique de transition. Et puis soutenir cette région, par l'aide humanitaire, par l'aide au développement. Il y a eu beaucoup de morts dans cette région, il y a des vies qui ont été données pour préserver les nôtres et on se doit d'être à leur côté. Merci Mounir Satouri d'avoir été avec nous dans Zone Europe. Je rappelle que vous êtes eurodéputé, membre du groupe des Verts et de l'Alliance libre européenne. Merci à vous. Que fait l'Europe dans notre quotidien? La mise en place d'un numéro d'urgence valable dans toute l'Union européenne, le 112. Olivia Schmoll nous en dit plus. Zone Europe.
Le 112, vous connaissez sans doute. Ce numéro d'urgence, vous pouvez le composer gratuitement à partir d'un téléphone fixe ou d'un téléphone portable, où que vous soyez dans l'Union européenne. L'opérateur répond à votre appel, soit il traite directement votre demande, soit il vous met en communication avec les services d'urgence, police, pompiers ou ambulance. Dans certains cas, l'opérateur peut répondre dans une autre langue que celle du pays où vous vous trouvez. Le 112 a été créé en 1991. Ce numéro d'appel d'urgence unique est né d'un constat, la hausse des déplacements des citoyens européens au sein de l'Union européenne. En France, le 112 ne se substitue pas aux autres numéros d'urgence, le 18 pour les pompiers, le 17 pour la police et le 15 pour le SAMU. Mais plusieurs États membres ont abandonné leur propre numéro d'appel d'urgence au profit du 112. C'est le cas de l'Espagne, du Portugal ou bien encore de la Finlande et de la Suède. Les expressions populaires, ne pas être intelligent, les Français disent ne pas avoir inventé l'eau tiède, les Danois, eux, disent ne pas avoir inventé l'assiette creuse. Que dit-on ailleurs en Europe? Regardez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. Les Roumains disent « il est intelligent comme le mouton ». Au Royaume-Uni, on dit « he'll never set the Thames in fire », ce qui signifie « il ne mettra jamais feu à la Tamise ». Aux Pays-Bas, on dit « ne pas avoir inventé le fil noir ». En Espagne, on dit ser más tonto que Perico el de los palotes. Être plus bête que Pierrot, c'est lui qui utilise les baguettes du tambour. Zone Europe, c'est terminé pour cette semaine. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast, audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et sur TV78 aussi. Bonne soirée à tous. Zone Europe sur Sensation.